Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Colette est l'une des plus grandes figures de la littérature du XXe siècle. Elle est devenue célèbre en écrivant la série des Claudines, puis elle s'est illustrée sur scène et dans le journalisme. On lui doit une 60aine de livres et plus de 2000 articles. Son œuvre est si importante qu'elle a été la première femme française à recevoir des funérailles nationales. Mais aujourd'hui, c'est la jeunesse de Colette que j'ai envie de vous raconter. Elle a su s'affranchir des codes de la société du 19e siècle et s'affirmer comme écrivain. C'est cette histoire de jeunesse passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. La jeunesse de Colette ou la conquête de la liberté. Épisode 1. Un bijou tout en or. Nous sommes au Moulin Rouge, le 3 janvier 1907. Le tout Paris est venu assister au spectacle Rêve d'Égypte dans lequel se produit Colette, la femme du célèbre écrivain Willy. L'autre comédienne sur scène est la marquise de Morny, nièce de Napoléon III. Ses amis la surnomment Missy. Qu'une auteure scandaleuse monte sur la scène d'un music-hall, ça passe encore. Mais une aristocrate, ça sent déjà le scandale. Noir dans la salle. Les feux de la rampe s'illuminent. Le spectacle commence. Missy apparaît sur scène habillée en homme. Les plus conservateurs dans le public grincent déjà des dents, mais on a déjà vu des actrices comme la grande Sarah Bernhardt jouer des personnages masculins. Le scénario est simple. Missy interprète un égyptologue qui tombe amoureux de la momie qu'il vient de découvrir et son amour la ramène à la vie. La momie se lève et commence à se débarrasser de ses bandelettes dans une danse lascive. À la fin, Colette est presque nue. Enfin, elle porte un soutien-gorge doré et une sorte de jupe en mousseline qui laisse deviner tout son corps. C'est très osé pour l'époque. La momie dénudée s'avance vers l'égyptologue, le prend langoureusement entre ses bras et l'embrasse à pleine bouche. Là, c'en est trop. Hurlements dans la salle, les insultes fusent, les chaises volent. La représentation est suspendue et la police débarque pour remettre de l'ordre au Moulin Rouge. Sidonie Gabrielle Colette naît le 28 janvier 1873 à 22h30 à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne. Ce bébé, le futur écrivain Colette, est le fruit de l'amour de ses géniteurs. Pour mieux comprendre son histoire, il faut que je vous parle de ses parents, Sidonie, on dira Sido, et Jules Colette. Petit flashback. Nous sommes toujours à Saint-Sauveur-en-Puisaye, un charmant village de Bourgogne, mais nous sommes en 1860, 13 ans avant la naissance de Colette. Jules Colette vient de s'installer dans le village comme agent de l'administration. Cet ancien capitaine des Zouaves, un corps d'infanterie légère française basé en Algérie, a été amputé d'une jambe après une blessure à la bataille de Melegnano en 1859. Cette bataille opposait l'Empire français à l'Empire d'Autriche. Dans le village, le capitaine croise souvent Sido, une jeune femme mariée à un alcoolique qui la frappe. Mais c'est un homme riche, alors à l'époque, ça suffit à être considéré comme un bon mariage. Malgré la stabilité financière que lui offre son époux, Sido n'est pas heureuse. Elle s'autorise à tomber amoureuse du capitaine retraité. Cette liberté est une véritable transgression sociale. Les gens du village découvrent leur relation. On commence à raconter que le fils de Sido, Achille, n'est pas celui de son mari. Le 30 janvier 1865, le mari de Sido meurt et laisse derrière lui une veuve de 30 ans avec un bel héritage. Une fois le délai de viduité légal passé, Sido et Jules se marient le 20 décembre 1865. Au village, ça fait jaser tout le monde. Mais la veuve se fiche des rumeurs. Elle est heureuse avec son capitaine unijambiste qui partage sa passion pour la littérature. Le couple aura d'abord un fils, Léo, puis une fille, notre Colette, en 1873. Sido est folle de sa fille Colette. Mais pour le moment, tout le monde l'appelle Gabri, alors nous aussi. Elle l'appelle aussi son rayon de soleil et son bijou tout en or. Sido couve sa fille et lui donne une éducation qui n'est pas du tout en phase avec les attentes de la société à la fin du 19e siècle. Gabri grandit dans une maison bourgeoise pleine de livres.
Les Colette se ruinent en littérature et la fillette a le droit de lire tout ce qu'elle veut. Le dimanche, Gabri va à l'église avec sa mère. Sauf que Sido vient à la messe avec son chien qui aboie tout le temps et les œuvres de Corneille cachées dans son missel. De retour à la maison, la mère emmène sa fille dans le jardin. Il y a des fleurs et des arbres où Gabri peut observer les insectes et les chats. C'est une enfance heureuse. Alors qu'elle a 16 ans, Gabri accompagne son père à Paris. Le capitaine Colette vient rendre visite à une vieille connaissance, le directeur de la maison d'édition Gauthier Villars. C'est là qu'elle croise Willy pour la première fois. Willy, c'est le fils de l'éditeur. C'est un homme au regard perçant, avec une barbe et une moustache qui rebiquent. Il a un caractère de cabot et il est connu dans tout Paris pour ses nombreux livres qui ont souvent un caractère grivois. La vérité, c'est que Willy n'écrit pas lui-même. Il a une écurie de jeunes nègres dont il ne fait qu'améliorer les textes avant de les signer. Le temps gagné à ne pas écrire, il le passe avec des filles. Willy est un véritable bourreau des cœurs, connu comme le loup blanc du tout Paris. Ses amis, les célèbres auteurs à scandale Pierre Louys et Verlaine, trempent comme lui leurs plumes dans le soufre. Gabri, notre future Colette, est intriguée par cet homme sûr de lui qui semble mener une vie si excitante à la capitale. De retour en Bourgogne, elle dévore les critiques de Willy dans les journaux, mais ses premiers élans du cœur vont être contrariés par un drame familial. Son père, un rêveur qui aurait voulu être écrivain, a dilapidé l'argent de la famille. La maison de Saint-Sauveur est vendue avec ses meubles et ses livres. Les Colette emménagent dans une maison plus modeste à Châtillon-sur-Loing, dans le Loiret. La perte de la maison de son enfance est un vrai traumatisme pour Gabri. Pour ne jamais revivre ce genre d'événement, elle comprend qu'il est nécessaire de gagner de l'argent. En tant que femme, elle sait que ce qu'elle a de mieux à faire, c'est de trouver un mari riche. À l'occasion d'autres voyages à Paris, elle commence à fréquenter Willy. Le bourreau des cœurs tombe sous le charme de sa gosse, comme il l'appelle. Il l'épouse alors qu'elle n'a aucun bien, aucune dot. On peut considérer ça comme une preuve d'amour. Le mariage est célébré dans l'intimité à Châtillon-sur-Loing le 15 mai 1893. Gabri a 20 ans et Willy en a 34. Maintenant qu'elle est mariée, on va commencer à appeler Gabri Colette. Le couple emménage dans le 2 pièces de Willy situé au 55 quai des Grands Augustins. Il surnomme lui-même son appartement le Vénusberg, parce que c'est plus une garçonnière qu'un logement. Mais Colette n'a pas encore tout à fait cerné la personnalité de son mari. Elle est émerveillée par la capitale et la vie mondaine qu'elle découvre grâce à lui. Willy connaît tous les cercles littéraires et artistiques. Séducteur plein de panache, il est l'homme que tout le monde invite et il forme désormais avec Colette le couple que les Parisiens s'arrachent. Colette est presque une curiosité. Pour les artistes de la capitale, elle est une petite bourguignonne attachante qui roule les airs comme une paysanne. Et puis, elle a un charme fou avec sa manière de regarder les gens par en dessous, avec ses grands yeux clairs, son visage aux angles un peu pointus, ses lèvres fines, étirées par un sourire mutin, et son grain de beauté sur la pommette droite. Très vite, sous prétexte de s'être brûlé une mèche de cheveux avec une lampe, elle coupe sa longue chevelure et porte une sorte de coupe au carré bouclée inédite pour l'époque. Willy ne fait pas que présenter sa gosse dans le monde. Il l'initie aussi au jeu de l'amour. Pour l'heure, elle est amoureuse et ne rêve pas d'autre bras que de ceux de Willy. Pourtant, un événement inattendu va briser ses rêves de jeune mariée. Un jour de 1894, une lettre anonyme lui annonce que Willy la trompe. Colette est tellement bouleversée qu'elle en tombe malade. C'est un véritable chagrin d'amour qui la plonge dans les affres de la dépression. Elle a même des pensées suicidaires. Elle va si mal qu'elle part quelque temps se réfugier à Belle-Île pour fuir le tumulte de la capitale. Pour la sortir de sa mélancolie, ses amis lui suggèrent d'écrire. Alors Colette prend la plume. Elle fabrique un personnage d'adolescente qui lui ressemble. Le livre s'intitule « Claudine à l'école ».
Willy le lit, le trouve gentil mais sans grand intérêt et le met dans un tiroir. Pendant ce temps, Colette reprend ses sorties parisiennes. Elle fréquente notamment des courtisanes à la mode, comme la belle Otero, qui lui apprend qu'il faut maîtriser ses sentiments pour se vendre très cher. Colette est fascinée par le demi-monde, ces prostituées de luxe qui vivent grand train entre les scènes parisiennes et leurs riches amants. Au final, elles sont riches, indépendantes et font ce qu'elles veulent. Pour Colette, elles sont exemplaires. Willy et Colette se sont finalement réconciliés. Après tout, elle a la chance d'avoir un mari qui lui laisse une grande liberté. Alors elle en joue autant que lui et n'hésite pas à séduire ses maîtresses. Et puis, un jour de 1899, Willy fouille dans les tiroirs de son bureau et retrouve le manuscrit de Claudine à l'école. Il le feuillette et devant Colette médusée, il s'écrie « Nom de Dieu, je ne suis qu'un con !» Il met son chapeau à bord plat et sort précipitamment de l'appartement. Dans le premier épisode de ce récit consacré à la jeunesse de Colette, Sidonie Gabrielle Colette a reçu une éducation iconoclaste en Bourgogne de la part de ses parents. À 20 ans, elle se marie avec Willy, un auteur à succès et grand amateur de femmes. Il l'initie à l'amour et à la vie mondaine. Elle se console de ses infidélités en commençant à écrire tout en s'initiant au libertinage. Après avoir dédaigné le manuscrit de Claudine à l'école, Willy se rend compte de son potentiel. Épisode 2. Lucratif scandale. Nom de Dieu, je ne suis qu'un con, s'écrie Willy en retombant sur le manuscrit de Claudine à l'école. Il met son chapeau à bord plat et file chez son éditeur. Colette est médusée en découvrant ce revirement de situation. Quelques mois plus tard, en mars 1900, le livre est mis en vente. Pour le moment, il est signé du seul nom de Willy parce qu'il est déjà un auteur connu. On sait que Willy a réécrit des passages du livre. Il a sûrement ajouté des grivoiseries. Le récit fait la part belle aux amours saphiques des écolières et de leurs maîtresses d'école. Claudine et la directrice se disputent les faveurs de la nouvelle institutrice, une blonde qui adore se laisser séduire en minaudant. Les hommes, quant à eux, ont les mains baladeuses et les filles les esquivent avec une fausse naïveté. Pour l'époque, le livre est totalement scandaleux. Personne n'avait osé parler comme Colette du désir des jeunes filles. 43 ans plus tôt, Flaubert passait devant le tribunal parce que son Madame Bovary qui raconte les infidélités d'une bourgeoise de province était contraire aux bonnes mœurs. Mais les temps ont changé et les Français de la Belle Époque n'aspirent qu'à la subversion. Claudine à l'école se vend à 40 000 exemplaires dès le premier mois. C'est un triomphe et Colette devient écrivain sans l'avoir voulu. Elle se met donc rapidement à rédiger la suite du récit de son héroïne, Claudine à Paris, inspirée du début de sa relation avec Willy. La petite provinciale découvre la vie à la capitale, les mondanités, et se fait conter fleurette par un homme plus âgé et expérimenté. Colette est en train d'inventer l'autofiction. Mais si Claudine s'inspire de ses expériences, Colette expliquera bien plus tard que son personnage n'était pas son double, mais son modèle. Dès 1902, le 3e volume des aventures de son héroïne, Claudine en ménage, sort en librairie. Le couple commence à gagner beaucoup d'argent. Le contrat éditorial de la saga a été mal négocié, mais Willy a le sens des affaires. Il se lance dans les produits dérivés, les parfums Claudine, les cigarettes, le maquillage et surtout le col Claudine, ce col blanc serré au niveau du cou, encore aujourd'hui associé aux écolières peu ordinaires. Cette même année, Willy lance une adaptation de Claudine au Théâtre des Bouffes parisiens. C'est un nouveau succès, mais pour qu'il dure longtemps, Willy fabrique un nouveau scandale. Son actrice se nomme Polaire, une beauté brune à la taille de guêpe née en Algérie française. Polaire se coupe les cheveux et devient presque la jumelle de Colette. Willy sort dans le tout Paris avec sa femme à un bras et Polaire à l'autre. C'est presque un ménage à trois. L'écrivain en joue en multipliant les photos avec ses deux égéries.
Il pose entre Colette, qui regarde l'objectif avec son habituel regard en coin, alors que Polaire fixe l'appareil de son regard franc. La presse se délecte de ce scandaleux trio, les caricaturistes affûtent leurs crayons, bref, tout le monde ne parle que d'eux. Colette observe, apprend tout de son Pygmalion. Mais elle commence aussi à rêver de plus de liberté. Si seulement elle pouvait divorcer. En 1904, elle publie Dialogue de bêtes, une nouvelle qu'elle signe Colette Willy. L'écrivain commence enfin à gagner sa vie car pour la première fois, elle signe son ouvrage. Et si elle gagne sa vie, elle n'a plus besoin de rester attachée à Willy. À 32 ans, elle ose s'affranchir de son Pygmalion et obtient une séparation de biens. C'est en gros l'étape qui précède la séparation officielle et le divorce. Maintenant, Colette n'a plus le choix. Elle doit subvenir à ses propres besoins pour garantir son indépendance. C'est un pari très osé pour une femme de son époque. L'écriture ne lui suffit pas et elle a envie de monter sur scène. Elle prend donc des cours de pantomime, du théâtre muet, et fait ses débuts sur les planches en février 1906. Son premier rôle est celui d'un faune dans une pièce intitulée « Le désir, la chimère et l'amour ». C'est un drame musical. Colette, qui est très fière de son corps et qui aime le montrer, évolue sur scène nue sous une courte peau de bête. Les critiques au premier rang le confirment. On voit tout. Parmi tous ces hommes qui profitent du spectacle, il y a une femme qui en jouit encore davantage. C'est Mathilde de Morny, la fille du demi-frère de l'empereur Napoléon III. Celle qu'on surnomme Missy envoie immédiatement un mot à Colette dans sa loge. Les deux femmes deviennent rapidement amantes. Missy est très riche et elle fréquente un cercle d'artistes et d'aristocrates bisexuels et homosexuels. Leur repère favori est l'hôtel particulier de la lesbienne américaine Nathalie Barney à Neuilly-sur-Seine. Grâce à Missy, chez qui elle s'est installée, Colette est introduite dans le grand monde des aristocrates libertins et profite du confort et de leur mode de vie autant qu'elle le peut. Elle rencontre aussi Mata Hari, la danseuse qui a inventé le striptease. Enfin, Mata Hari possède surtout l'art de l'enfumage. En réalité, elle n'est jamais totalement mise sur scène, mais je vous le raconterai une autre fois. Colette est impressionnée par l'audace et la fantaisie de Mata Hari. Elle a envie de faire des spectacles encore plus subversifs que ses prétendus striptease. Son prochain spectacle va lui en donner l'occasion. Elle va faire quelque chose de jamais vu sur une scène parisienne. Le 3 janvier 1907, Colette se prépare dans les coulisses du Moulin Rouge. Elle va interpréter avec Missy la pièce Rêve d'Égypte dont Willy est l'un des auteurs. Le tout Paris est là. Personne ne veut manquer cette représentation où une aristocrate jouera avec l'écrivain à la mode. Plus sensuelle que Mata Hari, Colette, en momie ressuscitée par l'amour de son égyptologue, se défait de ses bandelettes. Elle enlace ensuite Missy et l'embrasse à pleine bouche. C'est un vrai baiser, pas un simulacre de théâtre. Toute la salle crie au scandale. Une aristocrate déguisée en homme sur une scène de théâtre qui se laisse embrasser par une saltimbanque. C'est trop de transgression à la fois pour être supportable. La police intervient pour mettre fin au désordre qui règne dans la salle du Moulin Rouge. Le préfet de police interdit même à Missy de remonter sur scène. Le mois suivant, en février 1907, Colette obtient son divorce pour tort partagé. La voilà pleinement libre. L'année suivante est faite d'une série de disputes avec Willy pour les droits de Claudine et de vacances de luxe avec Missy. L'aristocrate a été répudié par sa famille pour s'être exposée au Moulin Rouge. Missy a pris ce rejet comme une chance. Elle s'autorise plus souvent à s'habiller avec des vêtements masculins. Elle ira même jusqu'à subir une ablation de la poitrine et de l'utérus pour ressembler davantage à un homme. Colette sait apprécier les étreintes entre femmes, mais cette manie de vouloir simuler la masculinité ne lui plaît pas beaucoup, comme elle le laissera entendre dans son livre Le pur et l'impur, où elle écrit « Tu comprends, une femme qui reste une femme, c'est un être complet. Il ne lui manque rien, même auprès de son ami. Ami est ici au féminin. Mais si elle se met en tête de vouloir être un homme, elle est grotesque. Qu'est-ce qu'il y a de plus ridicule et de plus triste qu'un homme simulé ?
1909 est l'année de ses grands triomphes. Colette obtient de ses éditeurs que son nom figure à côté de celui de Willy sur les nouvelles éditions de Claudine, avec un avertissement pour rétablir la vérité. Sa carrière au théâtre fait aussi un bond. Elle joue dans des pièces de son ami Sacha Guitry, le plus grand homme de théâtre de la première moitié du XXe siècle. Colette entame ses grandes tournées en France et en Belgique. Elle découvre les coulisses de la vie de théâtreuse. Oui, théâtreuse, parce que Colette, qui a beaucoup de qualités, n'est pas vraiment l'actrice du siècle. Cette vie, c'est le voyage, les hôtels parfois miteux, les cachets négociés âprement avec les directeurs de théâtre et surtout, le travail incessant. Mais quand la scène s'allume enfin, le public est au rendez-vous. C'est une multitude bruissante dans l'ombre des feux de la rampe. Ce public vient aussi pour voir l'auteur des Claudines à moitié nues. Dans la pièce La Chair, son plus grand succès, elle porte une robe blanche fendue très haut sur la cuisse gauche et surtout, la robe dévoile entièrement l'un de ses seins. Chaque soir, c'est un scandale qui amène d'autres spectateurs avides d'une chair que la société ne dévoile d'ordinaire qu'au bordel. Ce public vient aussi voir l'auteur des Claudines à moitié nues. Colette casse les codes de son époque. Pas question de se plier aux exigences des hypocrites. Ces tournées alimentent sa plume. En 1910, elle écrit une nouvelle autofiction où elle raconte l'histoire d'une femme de lettres qui a mal tourné, intitulée « La vagabonde ». C'est une fresque de l'envers du décor des théâtres. Si son personnage tourne mal, tout va pour le mieux pour elle. Son livre est remarqué par l'Académie Goncourt et un sondage prouve que les Français la verraient bien entrer à l'Académie française 70 ans avant qu'une femme n'y soit admise. Lassée des voyages, Colette est de retour à Paris. Elle commence à collaborer avec plusieurs journaux. Sa mère, Sido, la met en garde. Rien n'use plus les écrivains que le journalisme. Mais ce métier permet à Colette de bien gagner sa vie en faisant ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire écrire. Son rédacteur en chef au Matin, un journal qui tira 1 million d'exemplaires, est Henri de Jouvenel, un brillant journaliste et homme politique au caractère flamboyant et aux yeux de velours selon sa propre expression. Colette délaisse progressivement Missy pour cet homme avec qui elle emménage à l'automne 1911. Soutenue par son amant, elle s'investit à fond dans le journalisme et s'offre des expériences inédites. Elle chronique des vols en montgolfière et en dirigeable avec volupté, couvre des procès, critique des expositions et des pièces de théâtre. Sa complicité avec Henri la conduit une seconde fois devant Monsieur le maire. Nous sommes le 19 décembre 1912, à 16h30, à la mairie du 16e arrondissement. Par la grâce du mariage, la saltimbanque devient baronne. À presque 40 ans, elle ne craint pas de dire que ce titre lui va comme une plume dans le derrière, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ornement aussi joli qu'inutile. La suite de l'histoire, c'est celle d'une femme qui a tout réussi parce qu'elle n'a peur de rien ni de personne. La quadragénaire continue à écrire sur le désir et le plaisir féminin. Ses livres au ton révolutionnaire sont une ode à la féminité épanouie, insoumise et joyeuse, même dans l'adversité. Une autre fois, je vous raconterai d'autres facettes de Colette. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à la jeunesse de Colette. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de communication, Héloïse Bertil de la diffusion et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au Cœur de l'Histoire. À bientôt!